Salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour 4 nouveaux threads d'horreur. J'espère que vous allez les kiffer, d'ailleurs j'ai une petite question, vous avez vu normalement en ce moment je suis plus en train de les raconter à la troisième personne, c'est-à-dire elle fait quelque chose, genre par exemple Stella fait quelque chose, elle se retrouve dans la maison et non pas j'interprète Stella et je dis pas je. Est-ce que tu préfères les threads à la troisième personne ou à la première personne, sachant que dans ces 4, il y en a une qui est à la première personne. J'évite d'en faire un petit peu en ce moment, j'ai l'impression que vous préférez la troisième personne, mais je préfère quand même vous redemander à chaque fois, puisqu'aussi des fois il y a des gens qui partent de la chaîne, il y en a qui arrivent. Donc voilà, n'hésitez pas si vous préférez troisième ou première, ou si toi ça te dérange pas, tu peux le dire aussi. Voilà, ce sera ma question du jour. Et vous savez quoi, on va pas perdre plus de temps, on va commencer avec la première histoire. Alors prends la boisson de ton choix et installe-toi confortablement. Avant même qu'on commence cette histoire, je te le dis, l'histoire elle est pas très longue, mais par contre elle est vraiment... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je sais, y a rien à comprendre. Ouais, c'est clairement ça, j'ai pas les mots, tu me diras ce que toi t'en penses. L'histoire que je vais te raconter, c'est celle de Rose, une américaine de 39 ans qui vit dans une petite ville des États-Unis et c'est une journée plutôt classique. Elle est maman de 2 enfants et justement ces 2 adolescents partent tôt à l'école conduits par leur père. Le matin, elle veut juste aller faire ses courses et ensuite elle doit aller au travail. Alors elle fait sa petite liste de courses, elle regarde ici et là ce qu'il lui faut. Bref, une liste de courses classico, j'ai envie de dire. Elle part dans la salle de bain, elle se douche, elle se prépare et elle rentre dans son véhicule pour partir faire les courses. Bon, c'est des courses pour 4 plus un petit chat, donc c'est quand même de bonnes courses. Elle fait la route et se gare sur le parking. Elle fait le tour des rayons, prend des articles et met tout ça dans son caddie. Oui, je suis clairement en train de te décrire comment on fait des courses dans un magasin, je sais, mais tu comprendras pourquoi. Bref, pendant qu'elle fait ça, elle se sent suivie par un mec qui fait probablement ses courses en fait. Le truc bizarre, c'est qu'il fait les mêmes rayons qu'elle, mais il se met à quelques mètres sur sa droite ou sa gauche. Il regarde juste les articles, mais il prend rien. Bon, en fait, c'est pas interdit par la loi, donc il fait ce qu'il veut. Il lui dit rien, donc bon, elle s'en fout, elle continue sa vie. Sauf qu'elle va arriver dans le rayon. Elle est au rayon gel douche, shampoing et tutti quanti. Elle check un peu, elle se baisse et là, comme ça, sortie de nulle part, elle voit du coin de l'œil l'autre mec en train de faire des gestes super chelous. Comment te dire, il est en train de prendre un gros tube de shampoing au niveau de son entrejambe et... je sais pas comment dire, il appuie sur le shampoing et forcément ça gicle. Voilà. Et en plus de ça, il fait ça en étant pas statique. Il bouge. Rose, elle se dit mais c'est quoi ce spécimen là que j'ai en face de moi? Elle fait je comprends pas, il est sûrement taré le gars. Elle le regarde bizarrement, elle essaye de voir s'il est pas dans un autre monde ou quoi, mais à première vue il a l'air normal. Bon, si ce n'est qu'il la suit H24 et ce qu'il est en train de faire. Elle reprend ses courses, sauf que là, le gars la suit absolument partout. Et le truc c'est que maintenant, il la suit mais vachement plus proche. Et dès qu'elle a le malheur de le regarder un peu, il fait son truc hyper creepy. Je vais pas te le redécrire parce que c'est trop chelou. Vraiment, c'est là même moi qui ai raconté plein de threads et voilà, c'est trop chelou. Rose, elle se dit y a pas un mec de la sécurité qui veut pas m'aider parce que là ça commence à lui péter les cacahuètes. À un moment, encore une fois, elle doit prendre des trucs vers le bas, elle se baisse et cette fois, il y a du shampoing qui va atterrir sur ses chaussures. Là, ça y est, Rose se dit allez, personne veut m'aider, l'autre il prend trop la confiance, vas-y, je vais m'en occuper. Elle se relève en rapide et elle prend le shampoing qu'il tient dans les mains et elle le dirige vers les yeux du mec et elle presse comme une folle. Du coup ça gicle dans les yeux du mec et il se met à gueuler comme un fou. Elle jette le shampoing par terre et elle se dirige vers les caisses. Arrivée là-bas, elle repère un agent de sécurité. Elle l'accoste de loin et lui dit de venir. Il va venir, mais vraiment, alors à 2 à l'heure. Le gars vraiment, il se presse pas. Elle lui explique alors ce qu'il s'est passé et lui il est en mode quoi? Enfin bref, il a l'air un peu shooté. Elle lui dit venez, on va voir les caméras de surveillance et justement, il l'a conduit là-bas. Elle comprend mieux pourquoi personne n'est intervenu parce qu'en fait, il y a personne qui check les caméras. L'agent de sécurité a check les caméras et effectivement, il a bien vu ce qu'elle avait dit, comme quoi elle avait pas mytho. Il lui dit alors qu'ils vont essayer de faire attention à cet homme s'il revient la prochaine fois. Rose est retournée faire ses courses, le gars n'était apparemment plus dans le magasin. Elle rentre chez elle et c'est comme ça que se finit cette histoire. Elle n'a pas porté plainte parce qu'elle trouve que ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mec il était chelou, très très chelou, mais honnêtement sur le papier, je pense pas que ça soit punissable par la loi. Donc effectivement, je pense que c'est pour ça qu'elle a pas porté plainte non plus.
Alors voilà, le thread 1 il est fini, je vous le dis, il est pas très long, il est pas horrifique non plus avec un couteau machin, mais juste il est chelou. Enfin, je m'imagine dans un magasin, clairement, le mec il est là, il me fait ça, en fait je sais pas quoi faire parce que tu te dis mais pourquoi tu fais ça? Ah là je sais pourquoi il fait ça, hein, il est très chelou le mec, il est pervers chelou. Mais quand même, je comprends pas. Elle devait être, j'ai pas les mots. Je me suis cut pendant quelques secondes, j'ai pas les mots, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu fais ça. Bref, je pense qu'on va passer à la deuxième histoire. Celui-ci, c'est le thread qui sera en première personne justement. Quand j'étais petit, il y avait une ancienne boucherie en bas de la rue de la maison de mes grands-parents. C'était à quelques maisons plus bas, car avant, cela était inhabitable. La boucherie était un vieux bâtiment en béton, orné d'anciens logos de Pepsi et de Coca-Cola. Puis il y avait toutes les viandes spéciales qu'ils vendaient. Et c'était pour vraiment pas cher. Il y avait des steaks pour seulement 12 $. Vraiment rien pour vous dire, vu le prix qui monte de nos jours. D'ailleurs, ça se passe aux États-Unis. C'est pour ça que les prix sont un peu différents. Personnellement, je ne suis allé dans cette boucherie que quelques fois. Mais je me souviens de certains détails à l'intérieur. Il y avait une ambiance de vieux magasins de campagne. Les étagères étaient remplies de bonbons anciens et d'autres assortiments. Il y avait aussi des conserves et plein de pains de différentes marques. Mais quand vous rentriez dans ce magasin, c'était surtout pour la charcuterie bon marché qu'il proposait. Je me souviens très bien de ce grand congélateur à viande en métal juste à côté du comptoir. À cette époque, il me faisait un peu peur, car je m'imaginais toute chose qui pouvait en sortir tellement il était grand. La boutique appartenait à un vieux boucher et sa femme. C'était un formidable petit couple de personnes âgées qui allaient à l'église tous les dimanches. Ils portaient tous les deux des lunettes, l'homme portait tout le temps son tablier de boucher. Aussi bien que je me souvienne, il était tout le temps présent, derrière le comptoir. Pas un jour où je ne l'ai pas vu. Il ouvrait même le dimanche, mais à 13 h et il fermait son magasin à 17 h. Sa femme, quant à elle, était caissière. Elle était tout le temps au comptoir pour prendre l'argent. Tandis que son mari était tout le temps en train de découper et d'attendrir les morceaux de viande en arrière-boutique. Ils étaient là depuis un certain moment. Et les habitants considéraient le magasin comme un joyau caché pour déguster de délicieuses viandes, que ce soit pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Puis un jour, en 2011, la boutique a brusquement fermé. Je me souviens du jour où je l'ai découvert. J'allais au magasin avec mon grand-père. Il avait eu envie de faire des steaks ce jour-là. Et c'était dans ce magasin qu'il se procurait la viande. Nous sommes montés dans son vieux pick-up et nous avons pris la route. Après quelques minutes, nous sommes arrivés et nous avons garé la voiture sur le parking. On est descendu et arrivé devant le magasin, il y avait un gros cadenas en chaîne et une pancarte. Désolé, nous sommes fermés. C'était étrange étant donné qu'il était 14 h 30 ce jour-là. Les propriétaires n'ont jamais fermé leur magasin aussitôt. Déçu, mon grand-père m'a dit qu'on allait reprendre la route pour aller au supermarché en bas de la rue. Au fil du temps, de plus en plus de personnes se sont déplacées pour aller vérifier si le magasin allait réouvrir. Mais en vain. Le panneau est resté dans la même position que celui que moi et mon grand-père avons vu. Tout le monde était déçu, car c'était vraiment une super boucherie. Et les prix étaient vraiment attractifs. Mais on en a déduit que le magasin avait fermé pour une durée indéterminée. Le plus étrange, c'était que personne n'avait revu le petit couple après cela. Ils ont tout simplement arrêté d'aller à l'église. On ne les a jamais vus sortir de leur maison. Et pourtant, leur maison était juste à côté du magasin. Selon certaines rumeurs qui circulent, il y en a une où le couple serait mort. Mais j'ai regardé dans les journaux et rien n'est apparu dans la rubrique nécrologique. Personne ne savait s'ils avaient une famille, donc personne n'a pensé à aller plus loin. C'était comme si ce couple avait disparu de la surface de la planète. Au fil du temps, tout le monde a semblé avoir oublié l'endroit. Bien sûr, il y avait toujours le magasin, et on pouvait l'apercevoir quand on passait devant. Mais il n'y avait aucun signe d'activité à l'intérieur ou à l'extérieur du magasin. Les anciens panneaux ont progressivement disparu au fil des années, en raison des conditions météorologiques et d'autres facteurs. Il y avait toujours des rumeurs selon lesquelles une société immobilière ou un propriétaire d'entreprise locale souhaitait acheter le bâtiment, mais rien n'a abouti. Ainsi, comme beaucoup de bâtiments anciens de notre ville, il est devenu un lieu nostalgique d'une époque révolue. Jusqu'à un été, il y a quelques années. Vous voyez, comme beaucoup de bâtiments anciens du quartier, les graffeurs ont commencé à utiliser le vieux bâtiment comme lieu pour pratiquer leur art, au grand désespoir des locaux, qui préféraient que le bâtiment reste intact. C'est pour cela que, par respect pour le vieux couple qui y habitait, des villageois venaient de temps en temps repeindre les murs dégradés. Au tout début, ce n'était pas beaucoup de travail, mais ensuite les tags ont commencé à apparaître plus fréquemment. Je me souviens un jour qu'un tag avait attiré mon attention. Il y était écrit « Enfer ». Cela me marque toujours, car en aucun cas il s'est passé quelque chose d'horrible ici. C'était juste une petite épicerie, boucherie, simple et paisible. Donc inscrire de telles phrases est inadmissible.
Mais en raison de la fréquence des actes de vandalisme, les gens du village ont demandé à certains membres du quartier de former une surveillance pour aider à repousser les potentiels intrus. Moi-même, j'étais un bénévole pour repeindre les murs et donc je me suis aussi porté volontaire pour la surveillance. Je le faisais pendant mes pauses scolaires quand je restais chez mes grands-parents. La routine que j'avais était la suivante. La nuit, la garde patrouillait dans la zone, tandis que le reste d'entre nous viendrait nettoyer les dégâts pendant la journée. Cela a fonctionné pendant quelques jours, mais vers la fin de la semaine, certains de nos membres de nuit ont commencé à ne plus se présenter. Nous avons essayé d'appeler leur maison en vain, alors finalement, nous avons décidé de faire le tour pour aller nettoyer. À l'extérieur du bâtiment, tout semblait être en désordre, même la porte n'était pas fermée. Nous avons alors décidé de la refermer. Nous avons senti une odeur qui se dégageait du bâtiment. Pour tout vous dire, je pense qu'aucun de nous ne voulait vraiment rentrer dans ce bâtiment. Mais nous avons essayé de localiser d'où pouvait provenir cette odeur. Mais l'odeur semblait venir bel et bien d'une pièce à l'intérieur. Aucun de nous ne semble faire le premier pas pour rentrer et vérifier ce qui pourrissait à l'intérieur. Enfin, c'était une ancienne boucherie. Bien sûr qu'il doit y avoir des trucs qui pourrissent à l'intérieur. Mais après s'être concerté pour savoir quoi faire, on a décidé que cela allait embêter les personnes qui habitaient à côté, puisque l'odeur prenait vraiment au nez. On a donc pris notre courage à deux mains et nous sommes rentrés par effraction dans la boucherie. Ce n'était pas trop difficile puisque l'un des bénévoles avait des coupe-boulons dans son camion. Alors on a juste cassé le verrou et nous sommes rentrés. Un des gars a crié « Pouah, c'est sûr que ça vient d'ici, ça pue de fou !» La première chose qui nous a choqués sur le moment, c'est que l'on avait l'impression qu'une tornade avait fait rage à l'intérieur du lieu. Les étagères autrefois bien organisées étaient éparpillées un peu partout. Les canettes au sol, avec d'autres trucs qui ornaient le sol qui étaient vraiment jaunis et sales. Le comptoir des viandes était vide et l'odeur était pratiquement insupportable. Le congélateur à côté de la porte était verrouillé, mais le plus étrange, c'est qu'il faisait tache à côté des choses poussiéreuses. On avait l'impression qu'il était neuf. C'était pratiquement comme si on l'avait acheté hier. J'ai remarqué qu'il y avait une porte entrouverte près du comptoir. Je me suis dit que c'était peut-être un bureau. Alors j'ai ouvert avec précaution et j'ai vu un vieux bureau en métal. Sur ce bureau, il y avait un lecteur VHS et posé dessus une cassette. Je me suis dit que c'était peut-être le système de sécurité. Le vieux couple était pas très à l'aise avec la technologie. Je me suis dit que le couple devait fonctionner sur enregistrement cassette. Puis justement, j'ai trouvé une cassette dans le magnéto. Cela devait être la dernière cassette qui avait été enregistrée après leur disparition. De nature curieux, je me suis dit que je pourrais peut-être savoir ce qui leur était arrivé. Donc pendant que les deux autres exploraient le magasin, je me suis assis et j'ai allumé le système de sécurité. Il m'a fallu quelques essais, mais la télé et le magnéto ont finalement fonctionné. J'ai entendu un bruit et la télé a pris vie. Je voyais le vieux couple et la date de leur disparition est arrivée en haut à droite, le 3 juin 2011 à 17 h. La vidéo montrait différents angles du magasin. Une vue était celle de la caisse et deux des coins du magasin, puis la dernière, le comptoir à viande ainsi que le congélateur. Le vieil homme était assis derrière son comptoir, travaillant à couper quelques côtes et à les laver. La femme était occupée à compter l'argent qu'ils avaient reçu de la journée de travail. Cela semblait une journée normale pour le vieux couple. C'était jusqu'à ce que je remarque que le congélateur de viande s'ouvre petit à petit. Et je n'étais clairement pas le seul à l'avoir remarqué, car dans la vidéo, le vieil homme l'a remarqué. Il s'est dirigé lentement vers la porte et a ouvert le congélateur. Et ce qui suit est vraiment difficile à décrire. Mais le vieil homme se met à crier. Et il semble effrayé par ce qu'il voit, ce qui alerte sa femme qui sort de la caisse et court vers lui. Une fois arrivée vers la porte où se tient son mari, elle regarde également et elle se joint au cri. Ils crient tous les deux si fort que le son est brouillé. Puis ensuite, les caméras de surveillance commencent à couper. Je regarde sur l'écran, le vieux couple se faire assassiner sous mes yeux. Puisque oui, un homme est sorti du congélateur avec un couteau et il a commencé à trancher la gorge du vieil homme. Puis il a attrapé la femme par les cheveux et lui a enfoncé son couteau dans son cou avant de la poignarder je ne sais pas combien de fois. Puis après avoir mutilé plusieurs fois la femme, il retourne sur le vieil homme au sol qui gisait dans son sang. Il a essayé de le découper mais n'a pas réussi. Il s'est donc déplacé à l'arrière de la boucherie pour prendre un gros couteau de boucher. Après ça, il a découpé la tête de cet homme. Je n'en pouvais plus. J'ai vomi. Je voulais éteindre la cassette. Mais avant que je puisse le faire, j'ai vu l'homme prendre les corps et les mettre dans le congélateur et rentrer avec eux dans ce congélateur. J'ai ensuite éteint la cassette. J'ai essayé de reprendre mes esprits, de comprendre ce que je venais de voir. Mais avant que j'arrive à avertir mes collègues, un d'entre eux a ouvert le fameux congélateur en question. Des cris de terreur se sont fait entendre. Je suis arrivé en courant et ce que l'on a découvert, en fait, c'était les corps des deux membres qui devaient venir et qui ne se sont pas présentés. Ils se sont fait charcuter comme le vieux et la vieille femme. Tout le monde s'est mis à vomir, également moi.
Maintenant, nous savions d'où venait l'odeur putride. J'ai aidé l'un des deux gars qui était dans un état épouvantable à sortir de là et nous avons appelé la police. Nous étions tous en état de choc. Surtout moi, qui savais que le vieux couple n'était plus de ce monde. J'ai raconté ce que j'avais vu sur la cassette qu'ils ont retrouvé. Ils ont retrouvé le corps en décomposition des deux autres personnes qui devaient faire du bénévolat et qui ne se sont pas présentées. Ils ont également retrouvé un trou qui avait été fait dans le grand congélateur, d'où le tueur est venu pour faire ses victimes. Les policiers ont fouillé ce tunnel et ils ont retrouvé des ossements du vieux couple. Malheureusement, ils n'ont toujours pas retrouvé le coupable. Je suis terrifié que dans mon petit village, il y ait eu un truc aussi terrifiant. C'est pour cela que je ne suis plus retourné chez mes grands-parents après cette histoire. Elle me tourmente toujours autant. Enfin, je suis retourné chez mes grands-parents, mais ils avaient déménagé. Voilà mon histoire horrifique et qui me hantera toute ma vie. Je repense encore au cadavre dans le congélateur. C'était horrible. Dans tous les cas, l'enquête est toujours en cours de nos jours, mais les enquêteurs n'avancent pas sur le dossier. Voilà pour cette histoire que j'ai adorée. Va savoir si c'est vrai, je ne sais pas. Ça me choquerait pas. On est aux États-Unis, il y a des corps dans un congélateur. Enfin, quand tu vois qu'il y a des tueurs en série qui passent sur Netflix et que tout le monde les adore, pourquoi ça n'existerait pas? Je ne sais pas. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. En tout cas, histoire trop bien. J'espère que tu l'as kiffé. On va passer au troisième thread d'horreur. Hop. La pire open. Oh, je crois que je vais vous la laisser. Mais hop. Bref. Ou enfin en best-of. Tant pis. Hop, comment ça j'ai... Hop. Le mec, ça commence les threads, il est comme ça. Tic, tic, tic. Alors, qu'est-ce qu'on va vous raconter? Bref, allez, je commence normalement. Alors, juste avant que commence ce thread d'horreur, n'hésite pas, si tu veux soutenir un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Allez, on reprend avec le thread d'horreur. Caroline est née au Mexique au milieu des années 90, dans un petit village rural entouré de montagnes et traversé par une petite rivière. La ville la plus proche est à 45 minutes en voiture ou 3 heures à pied. Elle a immigré aux États-Unis au début des années 2000. Et bien qu'elle ne se souvienne pas de grand-chose du Mexique, quelques souvenirs lui reviennent de temps en temps. Mais il y a un souvenir en particulier qu'elle voit clairement, avec des détails super précis. Pourtant, quand elle en parle aux gens, tout le monde devient mal à l'aise et lui dit que ça devait être un rêve. Ou alors, il change carrément de sujet. Ces derniers temps, elle y pense souvent, mais n'arrive pas à décider si c'était vraiment un rêve ou une réalité. Elle se demande si c'était un cauchemar, ou si c'était trop détaillé pour en être un. Donc, elle est là, prête à raconter cette histoire au monde, dans l'espoir que quelqu'un puisse l'aider à trancher. Quand Caroline était petite, son père lui avait proposé de devenir enfant de chœur pour l'église locale. En vrai, c'était surtout pour qu'il n'ait pas à la surveiller, afin de pouvoir continuer à boire toute la journée. Elle portait cette robe blanche brodée par les femmes du village, avec des croix et des fleurs. On lui a appris à saluer les gens à leur entrée, et avec le temps, elle est devenue celle qui sonnait la cloche de l'église. L'église, dans sa mémoire d'enfant, paraissait immense. En réalité, c'était un grand bâtiment orange et jaune d'une 20aine de pieds de haut, avec 2 tours à l'avant, chacune de 2 étages. En face de la porte d'entrée, la tour de gauche abritait la cloche, cachée derrière une porte en métal vert. Ce détail ressort bien dans ses souvenirs, parce que les murs intérieurs étaient d'une couleur vert sarcelle, et les portes métalliques avaient été peintes pour s'accorder, mais en vrai, ça tirait plus vers un vert métallique bizarre. Une fois la porte ouverte, on accède à un escalier en colimaçon en métal qui mène directement à la cloche. En haut, la dernière marche donne accès à la corde pour la sonner. Par contre, après cette dernière marche, il n'y a ni balustrade ni mur pour protéger. Donc on peut facilement se tenir sur le bord et voir tout un étage et demi en dessous, avec un sol pavé de briques. Maintenant, parlons du souvenir en question. Attention, c'est un peu graphique. Il est tôt le matin et Caroline monte les marches pour sonner la cloche de la messe. En grimpant, elle tient sa robe d'une main et la rampe de l'autre. Il fait chaud ce matin-là et ses mains sont moites. Une fois arrivée en haut, elle attrape la corde et tire de toutes ses forces tout en se tenant au rebord. Son dos est tourné vers l'escalier et elle regarde le ciel ouvert avec une vue magnifique sur l'arrière de l'église et les montagnes. Elle voit des vaches paître et sent la brise fraîche. Puis, en reculant pour sonner la cloche de toutes ses forces, elle sent son dos heurter quelque chose. Elle glisse presque, alors elle s'agrippe encore plus fort à la corde. C'est là qu'elle entend un cri de panique, suivi d'un bruit sourd quelque part en dessous d'elle. Et juste après, la cloche de l'église résonne dans tout le village. Caroline est complètement confuse, elle n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Elle avait à peine terminé de sonner la cloche que, toute innocente, elle est redescendue en bas pour en parler au prêtre.
Mais au lieu de l'écouter, le prêtre l'a simplement grondé et lui a dit de se dépêcher de saluer les gens et d'aller ouvrir le portail de l'église. Alors Caroline s'exécute. Elle sort de l'église et alors qu'elle descend les marches, un bruit étrange l'arrête net. Elle entend un gémissement, un son qui la glace sur place. Par instinct, elle se dirige vers l'endroit d'où provient ce bruit, juste en dessous du clocher, à sa droite. Et là, elle la voit, une fille allongée face contre terre. Caroline ne comprend pas immédiatement ce qu'elle voit. Alors elle se rapproche et en s'avançant, la fille lève doucement la tête du sol. Caroline est pétrifiée. Ce qu'elle voit la terrifie à un point indescriptible. Le menton de la fille est littéralement déchiré, exposant la chair et les os. Du sang jaillit de la plaie, formant une flaque sur le sol, pleine de morceaux d'elle-même. Son œil droit est sorti de son orbite, pendouillant grotesquement. Ses cheveux trempés de sang collent à son visage tandis qu'elle pleure silencieusement. Caroline peut voir qu'elle essaye de dire quelque chose, ou peut-être de crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Caroline est complètement terrifiée. Sans réfléchir, elle tourne les talons et se met à courir de toutes ses forces, fuyant la scène horrible. Elle court sans s'arrêter jusqu'à chez elle, cherchant désespérément quelqu'un sur son chemin, mais elle ne croise personne. Enfin, elle aperçoit son voisin, assis dehors, en train de prendre un bain de soleil. Il est là, confortablement installé sur sa chaise en plastique bleu, vêtu d'un polo et d'un pantalon gris, avec ses fameuses chanclas mexicaines. Il la voit arriver et tout de suite, il comprend que quelque chose ne va pas. Caroline se précipite sur lui, en pleurs et tente de lui expliquer ce qu'elle vient de voir. Elle lui parle de la fille blessée, mais elle est tellement secouée qu'il doit se lever pour la calmer. Il la conduit à l'intérieur, là où sa femme est en train de préparer le petit déjeuner. Sa femme prend Caroline dans ses bras, la serre contre elle pour la rassurer, pendant que son mari part voir ce qui se passe. Caroline se souvient encore de cette femme qui la berçait, de ses sanglots étouffés contre son chemisier. Et puis, plus rien. C'est comme si sa mémoire s'arrêtait là, avec ce dernier souvenir de ce chemisier soyeux, un peu grattant. Elle est retournée plusieurs fois au Mexique après ça, mais elle n'a jamais osé remettre les pieds dans cette église. Jusqu'en 2020, quand sa grand-mère est décédée. Le jour-là, Caroline a franchi la porte de l'église, et elle s'est assise tout au fond. Mais quelque chose a attiré son attention, la fameuse porte en métal vert. Cette vision l'a immédiatement rendue malade, à tel point qu'elle a eu un énorme saignement de nez et a dû sortir précipitamment. C'est là qu'elle a paniqué. Jusqu'à ce moment, elle s'était convaincue que tout ça n'était qu'un rêve. Mais après avoir vu cette porte, elle a su qu'elle devait découvrir la vérité. Le problème, c'est que les seuls témoins de l'époque, son voisin et sa femme, sont décédés depuis. Quant à sa famille, elle agit comme si elle ne comprenait pas de quoi Caroline parle. Mais elle sent bien qu'ils sont mal à l'aise. Les gens de son village natal, eux non plus, ne la traitent pas comme l'une des leurs. C'est bizarre, mais c'est comme s'ils savaient tous qui elle est, même si elle-même a depuis longtemps oublié qu'ils étaient. Et ce n'est pas en bien qu'ils la connaissent. Caroline aimerait se dire que c'est parce qu'ils sont hyper religieuses et qu'elle est lesbienne. Mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas ça. Quoi qu'il en soit, elle nous met une petite photo de la cloche de l'église et des escaliers pour que les gens puissent visualiser ce cauchemar. Alors, petite théorie que j'ai personnellement, peut-être, je sais pas, la petite fille était montée et puis Caroline, hop, elle te l'a fait tomber, je sais pas, et du coup, en fait, elle a tué quelqu'un et du coup, voilà, forcément, son cerveau essaie de bloquer tout ça, toute la famille veut pas lui dire parce que vas-y, on va pas te dire, t'as tué quelqu'un, ou la petite fille, la personne, a mis fin à ses jours. Voilà, donc je sais pas. Je sais pas ce que tu en penses de cette histoire d'ailleurs, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est un cauchemar, ça, je ne sais pas. Allez, prochain thread d'horreur. Il y a environ 1 an, Loïc organise une soirée avec ses potes. Ils sont 4 en tout. Il se retrouve chez lui pour aller dîner à pied. C'est pas une longue marche, juste environ 5 km. Loïc vit en Australie, donc il fait un peu plus frais la nuit, surtout une fois le soleil couché. Il commence à marcher alors qu'il fait déjà sombre. Leur chemin traverse principalement des quartiers résidentiels. C'est un coin tranquille, classe moyenne, où il n'y a presque jamais de problème, à part quelques cambriolages de temps en temps. À environ 3 km, il y a un raccourci qui passe par la brousse australienne. C'est un sentier en béton mais pas super bien entretenu. Il fait environ 1,5 km et il les amène direct au centre commercial. Même en plein jour, ce sentier est sombre parce qu'il est au milieu d'un vieux ruisseau asséché, entouré de 2 grandes collines. Il y a une forte pente au milieu du chemin, un truc assez cool à descendre à vélo quand ils étaient gosses. Bon, à l'époque c'était mieux entretenu également. Ils arrivent dans la brousse et comme je l'ai dit, il fait de plus en plus sombre. Loïc sort son téléphone et allume la lumière pour s'assurer qu'il n'y a pas de serpent qui traîne.
En Australie, on sait jamais, ce serait pas la première fois qu'il se retrouve nez à nez avec l'un d'eux. Arrivé à la partie escarpée du chemin, Loïc pousse Tom, un de ses potes, pour rigoler. Et il tombe sur Connor. Ça les fait marrer jusqu'à ce que Loïc glisse et s'étale dans la terre rouge. Sa casquette bleue Adidas tombe par terre et bizarrement, impossible de la retrouver. Elle a dû s'envoler plus loin dans la brousse. Loïc s'en fout, c'était une contrefaçon bon marché de toute façon. Ils finissent par arriver au resto et dînent tranquillement. Pas d'alcool ce soir parce que c'est l'anniversaire d'un des gars et il est musulman, alors ils respectent ça. Vers 9h20, ils prennent le chemin du retour avec quelques courses pour le petit déjeuner du lendemain. Arrivé à la brousse, il fait noir comme dans un four. Loïc ressort son téléphone et rallume la lumière. Il parle de tout et de rien, de religion, de démons, de Dieu et même de politique. Des sujets qui les intéressent tous pas mal. Un des potes de Loïc est assez nerveux quand il s'agit de trucs flippants. Alors quand ils entendent tous un bruissement dans la brousse, Loïc ne peut pas s'empêcher de lui filer un petit coup pour lui faire peur. Ça les fait marrer, mais 5 secondes plus tard, ils entendent un cri. Ce cri leur glace le sang. C'est un cri de femme, effrayant comme jamais. Loïc n'a jamais rien entendu de pareil de sa vie. Ils se regardent tous, l'air grave, et continuent à marcher. Cette fois, en silence, mais un peu plus vite qu'avant. Loïc essaye de se dire qu'il n'a rien entendu, mais ce cri reste dans sa tête. Juste avant d'arriver à la pente abrupte, il jette un coup d'œil en arrière. Il voit une lumière, comme celle d'un téléphone, qui vacille entre les arbres. Son cœur s'emballe, il essaye de ne pas paniquer et se tourne vers ses potes, tentant de garder son calme. « Eh, vous avez vu ça les gars ?» demande-t-il en essayant de paraître détendu. Tom, qui marche juste à côté de lui, secoue la tête. « Mais vu quoi ?»« Bah cette lumière là-bas !» répond Loïc en pointant vaguement dans la direction d'où ils viennent. Connor se marre en entendant Loïc. C'est probablement juste quelqu'un qui se balade comme nous. Mais la lumière continue de les suivre, presque au même rythme qu'eux, remontant le creux du chemin. Elle disparaît parfois derrière des arbres, mais Loïc ne peut pas se débarrasser de ce sentiment de malaise qui s'installe en lui. Il continue à marcher, entouré par une obscurité pesante qui les enveloppe comme dans une couverture étouffante. À chaque bruissement de feuilles, Loïc sursaute. Et il se surprend à regarder constamment par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir quelque chose se cacher dans l'ombre. Quand ils atteignent le creux abrupt du sentier, Loïc ralentit instinctivement, ses sens en alerte. Quelque chose cloche, il le sent, mais il n'arrive pas à savoir quoi. Puis, juste au moment où ils sont sur le point de descendre, il l'entend à nouveau. Le même cri, terrifiant, résonne dans la nuit. Mais cette fois, il marche en direction du bruit. Cette fois, aucun doute possible. Ce n'est pas un cri ordinaire, c'est un cri de douleur, d'une souffrance inimaginable, une voix déchirée par le désespoir. Loïc sent son sang se glacer dans ses veines. Ce cri, c'est celui de quelqu'un qui a perdu tout espoir, quelqu'un qui est au fond du gouffre et ne voit plus aucune issue. Il trébuche en arrière, son cœur battant à tout rompre. Faut qu'on se tire d'ici. Mais avant qu'ils aient pu bouger, l'air autour d'eux devient plus lourd, comme si les ténèbres elles-mêmes essayaient de les engloutir. L'atmosphère est chargée de quelque chose de malveillant. Et puis, sortie de l'ombre, une silhouette apparaît. C'est une femme, son visage déformé par l'agonie, ses yeux vides, sans vie, suspendus dans la lumière de la lune. Loïc hurle, un cri de terreur qui s'échappe de sa gorge comme un réflexe primal. Mais même en essayant de fuir, il sait qu'il est déjà trop tard. Ils sont piégés, prisonniers d'un cauchemar qu'ils n'ont pas vu venir, hantés par le spectre de quelqu'un qui a choisi de mettre fin à ses jours dans ces profondeurs de la brousse australienne. Après une longue nuit passée à répondre aux questions des autorités, ils rentrent enfin chez eux. Loïc est épuisé, et alors qu'ils arrivent à sa boîte aux lettres, ils y trouvent sa casquette, celle qu'il avait perdue plus tôt dans la soirée. Quelque chose de profondément impie s'est passé cette nuit-là, et Loïc espère qu'un jour, il pourra l'oublier. Voilà, je sais pas quoi penser de ce thread, mais je me suis dit, l'atmosphère et tout, elle est vraiment bien. Voilà, faut se le dire. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais t'en veux plus, je t'invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tchuss les petits potes.